Grand 3, je reprends les différentes formes d'écrit. 3.1, l'acte authentique. L'acte authentique est celui qui est reçu par un officier public, généralement un notaire. Il peut aujourd'hui être dressé sur un support électronique. L'acte authentique est revêtu d'une force particulière puisqu'il fait foi jusqu'à inscription de faux des faits que l'officier public y énonce comme les ayant constatés lui-même. L'inscription de faux est une procédure pénale qui peut conduire l'officier public devant une cour d'assises. Donc la cour d'assises en général c'est pour les meurtres, pour vraiment les crimes les plus graves. Le faux en écriture publique est un crime. C'est pas un délit, c'est bien un crime, puni d'une peine pouvant aller jusqu'à la réclusion, donc la prison, jusqu'à la réclusion de 15 ans, donc jusqu'à 15 ans de prison. Donc si un notaire indique quelque chose dans un acte authentique et que ça n'est pas vrai, s'il a menti, eh bien il peut aller en prison et il encourt une peine de prison jusqu'à 15 ans de prison. Je ne sais pas si vous avez entendu cette semaine, en tout cas récemment dans l'actualité, il y a aujourd'hui on parle de sujets contemporains, il y a un producteur de rap black qui s'est fait manifestement, on va laisser la présomption d'innocence, mais en tout cas les images sont assez frappantes, j'ai envie de dire, qui s'est fait pas agresser, on va dire, qui a été victime de coups, on va dire ça poliment, qui a été victime de coups par des officiers de police, en tout cas par des policiers, je ne sais pas si c'était officier, par des policiers. La difficulté, outre bien sûr cet exemple possible de bavure policière et violence policière et tout ce que ça peut poser comme question, il s'avère aussi qu'il y a un officier de police qui a retranscrit les événements en mentant, en tout cas en donnant une version erronée de ce qui s'était réellement passé. Or, c'est un officier public, tout comme un notaire, et il a sciemment menti dans un procès verbal. Donc il est aujourd'hui poursuivi pour inscription de faux, pour un faux en écriture publique. Donc il encourt une peine extrêmement lourde pour avoir menti, pour dire quelque chose qui n'était pas exact, dans une écriture publique. Donc les conséquences pour cet officier de police sont susceptibles d'être extrêmement lourdes. Il est tout à fait susceptible de se retrouver plusieurs années en prison, voire une dizaine d'années. Peut-être pas 15 ans, c'est la peine maximale, mais la condamnation risque d'être particulièrement sévère. 3.2, l'acte sous seing privé. Donc sous seing, c'est S-E-I-N-G. Sous seing, si vous préférez. L'acte sous seing privé. L'acte sous seing privé est régi par les articles 1372 et suivants du Code civil. L'acte sous seing privé est l'acte qui a été signé par chacune des parties à l'acte. L'exemple type, c'est le contrat. Ce peut être un seul et même acte ou un échange de courrier. Vous envoyez un devis signé, on vous renvoie un courrier où on vous dit j'accepte votre devis. Et c'est signé. Parfait, il y a un contrat. La signature des parties constitue une formalité essentielle. Cependant, seul l'enregistrement de l'acte lui confère une date certaine à l'égard des tiers. Donc si vous concluez un contrat avec votre meilleur ami, imaginez que vous avez un très bon copain qui a des grosses difficultés financières et un créancier va lui saisir ses biens parce qu'il faut qu'il paye ses dettes. Il vous dit, votre meilleur ami, écoute, tu peux me racheter tous
toutes mes affaires, je te les vends à un prix fictif. Et puis une fois que le créancier aura saisi mes biens, tu pourras me rendre mes affaires ou je les rachèterai à un prix dérisoire. Très bien, vous pouvez tout à fait dans ce cas-là conclure un contrat où votre meilleur ami dit qu'il vous vend son ordinateur, son appareil photo, ses vêtements, tout pour 150 €. Et le jour où le créancier va saisir les biens de votre meilleur ami, il va dire « Ah bah non, tout ça ne m'appartient pas, ça appartient, j'ai tout vendu déjà, à X ou Y ». Évidemment, on va se poser la question de la date à laquelle vous avez vendu vos affaires. La partie adverse va peut-être dire « Mais non, c'est pas possible. Le contrat, la date que vous mentionnez sur le contrat, cette date, moi j'étais déjà propriétaire de ces affaires. Je les avais déjà achetées, j'avais déjà acheté son ordinateur peut-être ou autre. » Eh bien, vous ne pourrez pas utiliser la date qui est mentionnée dans le contrat pour vous opposer à la saisie faite par le créancier. Sauf si lorsque vous avez vendu, lorsque vous avez signé le contrat, vous avez été voir un officier public pour enregistrer, donc en général aux impôts, si vous êtes passé aux impôts pour bien faire enregistrer votre contrat, pour qu'il y ait une date certaine qui soit opposable au tiers. Sinon c'est trop facile, on peut mettre n'importe quoi comme date. Alors que si on va voir les services des impôts, on leur demande d'enregistrer un acte, et bien là on a bien une date qui est certaine, mais effectivement on ne peut plus rien dire. Autre chose sur les actes sous seing privé. Premier tiret. En matière de contrat synallagmatique, il est prévu que l'acte sous seing privé doit être établi en autant d'exemplaires que de parties. Chaque exemplaire doit d'ailleurs préciser le nombre d'originaux. L'acte qui ne respecte pas cette formalité vaut néanmoins commencement de preuve par écrit. Deuxième tiret. Pour les contrats unilatéraux, la formalité du entre guillemets, bon pour, fermez les guillemets, s'impose. Elle suppose que le souscripteur, donc celui qui a par exemple signé une reconnaissance de dette ou un cautionnement, elle suppose que le souscripteur écrive de sa main le montant pour lequel il s'engage en chiffres et en lettres. Il faut également une mention écrite exprimant sous une forme quelconque, mais de façon explicite et non équivoque, la connaissance de la nature et de l'étendue de l'obligation contractée. L'écrit ne respectant pas cette formalité vaudra commencement de preuve par écrit. Troisième tiret. S'agissant des promesses de paiement d'une somme d'argent, la mention de la somme doit figurer en lettres et en chiffres. Donc, nouveau paragraphe. L'acte sous seing privé fait foi, c'est-à-dire qu'il fait preuve, entre ceux qui l'ont souscrit jusqu'à ce qu'il soit rapporté une preuve contraire qui doit également être apportée par écrit. Donc si un contrat et que vous dites « je suis libéré de mes engagements », vous devez dans ces cas-là apporter un document qui justifie, document écrit, qui serait également un acte sous seing privé, qui justifie que vous êtes libéré de vos engagements. Par exemple, vous avez reçu une quittance de paiement de la partie adverse. Vous avez dit, ou un PV de réception de l'ouvrage, du bien que vous avez vendu. « 3.3 L'écrit. L'article 1365 du Code civil dispose que, vous pouvez ouvrir les guillemets, l'écrit consiste en une suite de lettres, de caractères, de chiffres
ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quel que soit leur support. Fermez les guillemets. L'écrit, pour être parfait, suppose une signature qui identifie son auteur. Donc voilà pour l'écrit. Maintenant, on va passer à une partie importante, le grand 4, exigence d'un écrit entre les parties. Donc 4.1, les contrats supérieurs à un montant de 1 500 €. Et après, bien sûr, ce sera le 4.2, les contrats inférieurs à un montant de 1 500 €. Donc 4.1.1, principe. Selon l'article 1359 du Code civil, le principe est l'exigence d'un écrit dès lors que la valeur du contrat est supérieure à 1 500 €. Ce seuil de 1 500 € correspond à la réunion du capital et des intérêts. Lorsque l'écrit est exigé, les autres moyens de preuve ne sont pas recevables. En particulier, les témoignages, les indices et les présomptions ne peuvent pas être prises en compte par le juge pour remplacer l'écrit manquant. Autrement dit, si une partie conteste un écrit, elle doit également produire un écrit pour rapporter une preuve en sens contraire. Donc si une partie conteste un écrit, elle doit produire un écrit pour apporter une preuve en sens contraire. Par exception, certaines preuves valent les écrits de l'article 1359 du Code civil. Il s'agit notamment de l'aveu judiciaire et du serment décisoire. D-E-U-C-I-S-O-I-R-E. Premier tiret. L'aveu judiciaire est la déclaration dans le cadre d'une action judiciaire par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. Donc, il s'agit de la déclaration dans le cadre d'une action judiciaire par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. Si vous dites à un juge, ou dans des conclusions à un juge, je reconnais que j'ai vendu ma voiture, eh bien ça vaut comme un écrit. Vous avez reconnu un fait. Donc le serment décisoire, je vous l'explique, mais je ne l'ai personnellement jamais vu, ça n'est pas usité. Donc le serment décisoire est un serment judiciaire par lequel le juge demande à quelqu'un de prêter serment et de dire les faits tels qu'ils se sont produits. Si la personne prête ce serment, on considérera que ces affirmations sont vraies. S'il s'avère qu'il a menti, il encourt de lourdes sanctions pénales. Voilà, donc en pratique, c'est pas la peine de retenir le serment décisoire. Je vous en ai parlé, mais c'est vraiment, c'est pas pratiqué. 4.1.2. Exception. Par exception,
dans certaines situations, d'autres modes de preuve que l'écrit peuvent être admis. Il existe 3 principales exceptions. Première exception, les contrats conclus par un commerçant. À l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tout moyen. Cette exception concerne les contrats conclus entre commerçants, mais aussi les contrats conclus entre un commerçant et un particulier. Pour ces derniers contrats, le particulier peut rapporter la preuve par tout moyen, alors que le commerçant est tenu de rapporter une preuve écrite. Donc si vous avez un contrat qui est supérieur à 1 500 €, en principe, vous devez nécessairement, pour prouver l'existence de ce contrat, rapporter un écrit qui démontre que ce contrat existe. Toutefois, il existe des exceptions. Donc la première exception, c'est s'il y a 2 commerçants qui font des affaires entre elles, eh bien, plutôt qu'utiliser un écrit, elles peuvent utiliser d'autres modes de preuve, comme par exemple un témoignage, ou comme par exemple un email ou autre, pas en tout cas un acte sous seing privé. En revanche, quand il y a un acte qui a été conclu entre un commerçant et un particulier, eh bien, le commerçant par rapport au particulier, il est obligé de prouver en rapportant un écrit, alors que le particulier, lui, la preuve est libre, il peut utiliser tous les moyens, y compris un témoignage. Deuxième exception, l'impossibilité de l'écrit matériel ou moral. L'exigence de l'écrit est écartée lorsqu'il en existait un qui a été perdu à la suite d'un événement de force majeure. Exemple, un incendie, un cambriolage. Il appartient alors à celui qui se prévaut de l'événement de rapporter une triple preuve, à savoir qu'il existait un écrit, qu'il a été perdu à la suite d'un événement de force majeure, et troisièmement, de prouver le contenu de cet écrit. Nouveau paragraphe. L'exigence de l'écrit est également écartée en cas d'impossibilité matérielle ou morale d'établir un écrit. L'impossibilité peut être matérielle dans des situations d'urgence. C'était pas possible d'écrire un écrit parce que votre bateau était en train de couler, donc vous ne pouviez pas indiquer que vous acceptiez l'aide de monsieur X en contrepartie d'un prix de 1 500 €. C'était trop urgent. L'impossibilité peut aussi être morale, en raison de relations familiales, hiérarchiques, professionnelles, amicales, d'usage, etc. Si vous vendez votre ordinateur à vos parents, même si votre ordinateur il vaut 2 000 €, et vous vendez votre ordinateur 2 000 €, vous n'allez pas demander à vos parents d'établir un contrat. Enfin, en principe, ça semble peu probable. Si vous le vendez à un de vos camarades de classe, votre meilleur ami, vous n'allez pas non plus lui demander un écrit. Si vous le vendez à un professeur de votre université avec lequel vous avez un respect particulièrement important, etc., vous n'allez pas forcément non plus oser lui demander d'établir un écrit. Donc, dans ces cas-là, on considère qu'il y a une impossibilité matérielle ou morale d'établir un écrit. Troisième exception, en présence d'un commencement de preuve par écrit. On va avoir 5 exceptions plutôt que 3. Selon l'article 1362 du Code civil, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui émane de celui qui conteste un acte et qui rend vraisemblable ce qui est allégué.
Un commencement de preuve par écrit est un écrit émanant du débiteur qui rend vraisemblable l'existence du contrat, mais qui ne remplit pas les conditions pour être un acte sous seing privé ou un acte authentique. Exemple, une lettre de votre débiteur faisant référence à l'existence d'un contrat. Vous avez quelqu'un qui vous dit « je fais suite au contrat, signez-le ». Vous n'avez pas le contrat, mais vous avez quand même ce courrier, la partie adverse, qui dit bien qu'il y a un contrat. C'est ce qu'on appelle un commencement de preuve par écrit. Donc si l'existence d'un commencement de preuve par écrit est rapportée, celui-ci est insuffisant pour valoir preuve complète. Mais il rend recevables tous les moyens de preuve qui, sans lui, auraient été considérés comme non admissibles. Donc si vous avez un commencement de preuve par écrit, vous allez pouvoir également utiliser un témoignage. Alors que sinon, pour un contrat supérieur à 1 500 €, vous ne pouviez pas utiliser un témoignage. Quatrième exception, en présence d'une copie fidèle et durable. L'article 1348 alinéa 2 précise que celui qui n'a pas conservé le titre original et en présente une copie qui en est la reproduction non seulement fidèle mais aussi durable, peut être dispensé de la preuve écrite et avoir recours à la preuve par témoignage. Cinquième exception, en présence d'une convention probatoire. Le système de preuve n'est pas d'ordre public. Les parties ont donc librement pu prévoir d'autres méthodes pour apporter la preuve de leurs allégations. Exemple, vous allez voir très courant, quand on vous donne une carte bleue, la banque va vous dire, faire signer un document, vous ne vous rendez pas compte, qui vous dit que vous acceptez que votre signature soit représentée par 4 chiffres. Donc dès lors, quand vous allez taper votre code bancaire, 1, 2, 3, 4, eh bien vous avez été signé une convention avec votre banque qui dit que ce code vaut signature. Donc ça, c'était pour les contrats supérieurs à 1 500 €. Et vous allez voir, les parties ne sont pas du tout équilibrées, mais c'est comme ça. 4.2, contrat inférieur à un montant de 1 500 €. Pour les contrats d'un montant inférieur à 1 500 €, la preuve du contrat est libre et peut être rapportée par tout moyen. Grand 5, la preuve du contrat par les tiers. Vous avez bien compris sur la partie avant. Quand on est au-dessus de 1 500 €, en principe, il faut établir un écrit pour pouvoir prouver. Enfin, il faut disposer d'un écrit pour pouvoir prouver, ou alors il faut être dans un des cas d'exception qu'on a étudié ensemble. En revanche, quand c'est en dessous de 1 500 €, vous pouvez prouver par tous les moyens, y compris par témoignage. Grand 5, la preuve du contrat par les tiers. Les tiers peuvent librement rapporter la preuve de l'existence d'un contrat. Donc, toutes les règles, on disait pour un contrat supérieur à 1 500 €, il faut disposer d'un écrit. Ça, c'est quand c'est les deux parties au contrat qui se battent. Mais si c'est un tiers qui a besoin, pour une raison X ou Y, de dire qu'il existait un contrat entre A et B, eh bien lui, évidemment, il n'est pas partie au contrat, donc il n'a pas forcément besoin de disposer d'un écrit. Si quelqu'un témoigne, par exemple, oui, il y avait bien un contrat entre A et B, c'est une preuve qui est recevable. Il ne suffira peut-être pas, mais c'est une preuve recevable. Grand 6, la force de l'écrit. L'article 1341 du Code civil dispose que il n'est reçu aucune preuve par témoin contre et outre le contenu aux actes. Donc, il n'est reçu aucune preuve par témoin contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou d'une valeur moindre. Lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou d'une valeur moindre, fermez les guillemets. Alors c'est une phrase très compliquée du Code civil,
en tout cas, c'est pas si compliqué que ça, mais de prime abord, c'est pas la façon dont on le dirait. Ça vous dit tout simplement que si quelqu'un vous rapporte un écrit pour dire il y a un contrat, il apporte un écrit, et bien dans ces cas-là, vos témoignages, ils serviront à rien. Quand il y a un écrit, c'est plus fort qu'un témoignage. Donc voilà pour la charge de la preuve. Je propose que vous fassiez des cas pratiques. Donc je vous invite par exemple à regarder un cas pratique dans votre fascicule qui commence par « Eric a acheté une peinture 6 000 € en espèces à une galerie d'art. La peinture ne lui a jamais été remise par la galerie d'art. Avant d'engager une action en justice, Eric vous appelle et vous demande quels sont les moyens à sa disposition pour prouver l'existence du contrat. Aucun contrat n'a été établi lorsqu'il a acheté la peinture. En revanche, il a souvenir qu'un tiers était situé à proximité au moment de la conclusion de la transaction. Il aurait écouté leur conversation et pourrait prêter son témoignage. Donc, qu'est-ce qu'il faut dire, à votre avis? Donc, on ne va pas récapituler les faits, mais il y a la question 3. Comment Eric peut prouver l'existence du contrat? Donc, si vous avez ce type de question, vous allez rappeler dans votre cours que l'article 1315 du Code civil met à la charge de celui qui se prétend créancier l'obligation de prouver sa créance. Donc, Eric a la charge de la preuve. Il s'agit d'un contrat d'un montant supérieur à 1 500 €. Le principe est l'exigence d'un écrit dès lors que la valeur du contrat est supérieure à 1 500 €. Ce seuil de 1 500 € correspond à la réunion du capital et des intérêts. Il existe un certain nombre d'exceptions, vous allez rappeler les 5 exceptions qu'on a vues ensemble, et puis ensuite vous allez appliquer au cas d'espèce. Application au cas d'espèce, Eric souhaite engager une action en justice, il a la charge de la preuve. Point. Application au cas d'espèce, l'œuvre d'art vaut 6 000 €, Eric doit donc rapporter la preuve par un écrit. Troisième point, est-ce qu'il s'agit d'un contrat conclu par un commerçant? Oui, la galerie d'art est un commerçant. Donc on est bien dans un cas et Eric est un particulier. Eric pourra donc utiliser le témoignage du tiers pour prouver l'existence du contrat. Est-ce que Eric pourrait dire qu'il était dans une situation d'impossibilité d'établir un écrit, impossibilité matérielle ou morale? Non, Eric n'est pas dans une situation où il est dans l'impossibilité d'exiger un contrat, l'établissement d'un contrat lorsqu'il a acheté l'œuvre d'art. Est-ce qu'il y avait un commencement de preuve par écrit? Non. Est-ce qu'il y a une convention probatoire? Non. Est-ce qu'on était sur une copie fidèle durable? Non. Donc, conclusion. Eric a la charge de la preuve. Il s'agit d'un contrat d'un montant supérieur à 1 500 €. Donc, Eric devrait en principe rapporter la preuve par écrit. Néanmoins, puisqu'Eric est un particulier et qu'il agit contre un commerçant, il peut apporter la preuve par tous les moyens, y compris par un témoignage. Eric pourra donc utiliser le témoignage d'un tiers. Donc voilà pour ce cas pratique, on en refera sur la charge de la preuve lors de votre prochain cours. Voilà, bonne semaine à vous.